Salut à tous, alors je vous souhaite la bienvenue dans mon appartement à Shinjuku, à Tokyo, au Japon. Je voulais faire cette vidéo pendant que j'étais en vadrouille dans la journée, j'ai absolument pas trouvé le temps. Donc même si la lumière est pas terrible, quoique en fait ça va, je vais la faire ici. Je suis arrivé à Tokyo hier, donc forcément énorme choc par rapport à la taille de la ville. Bon, même quand on vient de Paris, qui est soi-disant une grande ville pour les Français, c'est quand même assez dingue parce que la meilleure option pour moi, parce que j'avais encore le billet de Shinkansen, c'était de prendre un train pour me rapprocher au maximum de là où je suis, donc dans la partie est de Shinjuku. Donc prendre le Shinkansen, puis un train, puis un métro, puis chercher l'appart. Et voir le gigantisme de cette ville. Ce que j'avais déjà vu à Osaka, c'est-à-dire l'omniprésence du bruit, de la lumière. Enfin, il y a des néons, il y a des musiques, il y a des voix enregistrées, des camions qui passent, enfin des camionnettes qui passent avec des slogans. Enfin, on est toujours entouré tout le temps de choses qui touchent les sens. Tout va vite, etc. Et bon, j'ai pu découvrir un peu Shinjuku hier et Shibuya aujourd'hui, donc en remontant après à Shibuya, Shinjuku. Et je voulais aborder un autre sujet avec vous, toujours un peu sur le thème du voyage parce que on est en plein dedans, mais plutôt sur la culture. Et ça rejoint ce que j'avais fait dans une vidéo qui visiblement avait pas mal fonctionné sur quand on vous répond en anglais. Et je voulais revenir sur un point qui me paraît très important, c'est tout l'aspect culturel et presque non verbal. Donc quand on parle de langue, on parle principalement de mots, donc de choses qui sont prononcées, mais il y a une importance extrême de tout ce qui n'est pas prononcé, ou de la manière dont on va prononcer les choses. Et par exemple, le fait d'avoir une grammaire juste ne va pas être suffisant pour vraiment avoir une expression qui va permettre de s'intégrer et d'être perçu comme quelqu'un du coin, plutôt que quelqu'un d'étranger à qui on va parler anglais. Donc si jamais on vous répond trop souvent en anglais ou en français à votre goût, ça peut être une chose sur laquelle travailler. Alors, une chose dont je me suis rendu compte, c'est que forcément, quand je vais en Italie, on va vite me prendre pour un Italien. En plus, j'ai des origines italiennes, donc j'ai un tout petit air italien. Même quand je vais en Allemagne, honnêtement, on me parle assez vite en allemand. Mais forcément, vous allez vite deviner pourquoi. Quand je suis au Japon, et bien là, il va y avoir des gens qui vont me parler plus facilement anglais, tout de suite, comme ça, avant même que j'ai ouvert la bouche. Forcément, c'est une histoire de faciès. Parce que pour les Japonais, et d'ailleurs j'ai remarqué pour les Asiatiques en général, nous on dit que c'est tout pareil, pour la plupart des Français, un Coréen, un Chinois, un Japonais c'est exactement la même chose, pour eux c'est pareil. Eux ils partent du principe qu'on vient d'une sorte de grande contrée qui s'appelle l'Europe ou l'Occident et qu'on parle tous anglais. Donc à partir du moment où on est blanc, forcément les personnes vont nous parler anglais. Et j'ai remarqué autre chose, c'est que il y a aussi tout le décalage culturel, parce que par exemple quand on va en Italie, en Allemagne, ou même en Espagne, il y a des choses qui sont relativement différentes, mais bon, c'est à peu près la même culture européenne de l'Ouest. Alors que quand on va par exemple au Japon, on est vite confronté à des choses finalement auxquelles on n'est pas habitué, et par exemple que ce soit commander les machines dans les petits restaurants de ramen, ou de ramen pour parler plus japonais. Par exemple, là, c'est tout un modus operandi qu'il faut savoir maîtriser. Par exemple, il y en avait un auquel on était allé à Kyoto où il fallait commander et ensuite mettre l'argent. Et là, on est allé vers Shibuya dans un établissement similaire qui refusait systématiquement le paiement parce qu'en fait, il fallait mettre de l'argent puis commander. Je crois que c'est dans cet ordre-là. Enfin bon, bref, vous voyez, c'était pas tout à fait la même chose. Et ce qui fait que face à certaines choses qui sont évidentes, face à des codes sociaux qui sont évidents, c'est là qu'on va plus ou moins vous répondre soit en anglais, soit vous cataloguer parmi les personnes qui sont relativement étrangères. Et à l'inverse, j'ai remarqué que plus j'arrivais en faisant ce qu'on pouvait attendre de quelqu'un qui allait parler japonais, plus les japonais plaçaient la barre haut. Et ce qui est assez drôle, c'est que dans les moments où je suis arrivé
et où j'ai pu faire des choses qui ne faisaient pas très japonais, qui montraient que j'avais une certaine maladresse sociale, si on veut, qui montrait que je maîtrisais pas forcément les codes et que j'allais pas très vite et que j'étais donc un touriste. Donc là, les gens allaient plus facilement glisser quelques mots d'anglais. Donc après, en parlant japonais, ça permet d'aller plus vite et plus loin dans la conversation. Mais par contre, dès que je faisais quelque chose qui passait pour du japonais, là, les gens se mettent toujours à parler japonais, mais super vite avec du vocabulaire compliqué. C'est-à-dire, il part du principe, lui sait parler japonais, j'ai pas besoin d'embêter, je parle pas anglais, je parle japonais comme à la maison. Et c'est là justement que ça devient intéressant parce que c'est du vrai japonais qui va vite. Donc d'une part ça fait travailler, d'autre part c'est là qu'on a plus de chances de tomber sur du vocabulaire qu'on ne maîtrise pas bien. Donc à l'étranger, surtout dans des pays où visiblement vous avez la tête du touriste, pensez à ça, parce que c'est ça qui va, d'une part, vous aider à vous intégrer, même quand vous faites simplement du tourisme, et surtout dans des situations d'expatriation. C'est maîtriser les codes sociaux, savoir quel terme utiliser, et utiliser d'ailleurs le bon registre de langue, parce que bien souvent, à l'école, on apprend, ou dans les livres, on apprend la langue qui va permettre d'avoir une sorte de plus petit dénominateur commun à la société, c'est-à-dire une langue relativement neutre, qui est à la fois trop poli, bien souvent pour la plupart des situations du quotidien, et même pas assez honorifique quand on est confronté à des personnes de haut rang. Et donc finalement, c'est là qu'on va rester sur une langue qui va nous faire passer pour un étranger, on peut même dire un outsider, enfin vraiment quelqu'un qui est pas du coin, qui est pas interne à cette société, parce que bien souvent, dans les situations de la vie courante, on va parler plus vite, utiliser plus d'argot, raccourcir les mots, etc. Donc ça aussi, c'est tout un ensemble de petites choses. Encore une fois, la culture, ça vient par la sensibilité, ça vient par l'écoute, ça vient par le fait de discuter avec des gens, ce qui fait qu'on va naturellement prendre les expressions, faire un travail de statistique et voir que par exemple pour deux expressions qui veulent dire la même chose, il y en a une qui est utilisée super souvent et une autre qu'on utilise rarement, qu'on comprend, mais voilà, qui va vous faire passer pour un touriste parce que ça va faire un peu bizarre, ça va dénoter dans le paysage. Donc, par exemple, en voyage, si vous voulez qu'on vous réponde moins en anglais, il faut travailler là-dessus. Ça vient, parce qu'au début, c'est sûr qu'on peut pas s'intégrer et devenir un caméléon tout de suite, mais c'est ça qui va faire qu'on va vous répondre beaucoup plus vite dans la langue cible, si vous montrez que vous êtes un peu habitué au pays, à la culture, à ses normes, à ses règles, à ses us et coutumes. Alors que par exemple, si vous venez vraiment avec la tête du touriste, et vraiment, je vais faire injure à personne, mais c'est marrant, mais quand on voyage, je suis sûr que vous avez que vous êtes déjà fait la remarque, il y a vraiment la tête du touriste. Généralement, c'est quelqu'un qui va avoir un t-shirt avec un truc marqué dessus, peut-être même un t-shirt qu'il a acheté pendant son voyage, du style I love Paris. Comme tous les touristes qui vont à Disneyland qui ont un t-shirt de Mickey quand ils visitent Paris après. Et c'est vrai que généralement il y a vraiment la tête du backpacker. Le backpacker, celui qu'on va trouver dans toutes les auberges de jeunesse, il va toujours se trimballer, homme ou femme, avec un énorme sac à dos. Et dans le sac à dos, il va y avoir d'un côté une bouteille achetée sur place, de l'autre côté une gourde ou un thermos, un truc comme ça. Généralement ça va être short et tongs, pour les filles souvent c'est des shorts hyper courts. Enfin voilà, regardez d'ailleurs quand vous êtes dans une auberge de jeunesse ou dans un lieu touristique, vous allez voir que quasiment tout le monde a la même dégaine, aussi avec le gros réflexe comme ça sur la poitrine. Et finalement tout ça, ce sont des éléments qui vont faire que même dans un pays proche, même dans un pays, si vous êtes blanc, de blanc, on va vous identifier comme touriste, parce qu'on va vous dire ça c'est pas quelqu'un du coin parce qu'il a la dégaine pour faire un tour d'Europe ou je sais pas quoi. Faites aussi attention à comment les natifs parlent, comme ça, moi ce que je fais c'est que quand je vais dans un commerce, je regarde comment les gens font et je fais exactement pareil qu'eux. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait dans la boutique de ramen, c'est parce que on comprenait pas dans quel sens on allait faire les choses. On a juste laissé passer un japonais devant, il a fait dans le bon ordre, on a fait dans le même ordre, ça a marché nickel. Et voilà, c'est tout un ensemble de choses. C'est par exemple dans un restaurant où vous faites un peu de self-service, où il y en a plein au Japon pour baisser les coûts. C'est la même chose. Si vous savez pas où se trouve l'eau, les trucs comme ça, là les gens vont se dire il sait pas comment faire, donc c'est un touriste. Pour finir sur cette vidéo, il y a vraiment une histoire de faciès. Voilà, je pense que quand on va en Orient, quand on a une tête d'occidental, forcément on est catalogué comme différent. Donc forcément on va nous parler avec une certaine distance. Mais c'est tout un ensemble de choses qui ne sont pas liées à la correction de votre langue, de la langue que vous parlez, même si ça aide beaucoup. Mais à la manière dont vous parlez, à vos gestes, à l'aisance que vous démontrez dans une situation donnée de la vie quotidienne, qui font qu'on va plus ou moins vous répondre
comme un locuteur natif. Donc si jamais vous sentez que vous êtes bloqué à ce niveau-là, réfléchissez à ça pour voir s'il n'y a pas des manières d'améliorer un peu la manière dont vous vous comportez pour faire un peu plus comme un natif sans virer à la caricature. Vous ne vous mettez pas à parler en argot tout le temps pour faire style vous êtes du coin alors que vous n'avez pas du tout la tête de l'emploi. Et ça va sans doute vous aider à mieux vous intégrer, surtout d'ailleurs si vous êtes dans une situation d'expatriation, vous voulez vraiment vous faire des amis sur place, vous faire une vie sociale sur place, etc. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc si vous avez rencontré des situations en voyage, dans une expatriation similaire, vous pouvez en parler dans les commentaires. Vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne sur laquelle je publie des vidéos chaque semaine et télécharger mon guide, les 25 techniques pour apprendre du vocabulaire, qui est un guide en vidéo de plus de 40 minutes, en cliquant sur le lien dans la description. Je vous dis à très bientôt pour une future vidéo au Japon. Salut!